Faire une rééducation sans douleur, quand le mec il vient, il est archi irritable, en fait il vient, il est au cabinet, il a déjà mal, donc tu fais quoi, tu lui mets un peu de froid, un pack de chaud. C'est peut-être pour ça qu'on fait des ultrasons et des électrodes en fait. Une douleur à 5 sur 10 permet à court terme d'aller plus vite dans la rééducation. Les patients ont moins de douleurs dans leur vie quotidienne et ont plus de fonctions. Quand tu te baisses en avant, t'as mal, arrête de te baisser en avant. En fait, ça c'est la pire des choses qui puisse exister pour un soignant, c'est pas possible. En fonction de la fonction du patient et de son niveau de douleur, ils vont classifier en peu irritable, moyennement irritable et très irritable. Et en fonction de ça, ils vont te donner des guidelines rééducatives. L'hypothèse de la charge, c'est que notre patient, s'il a des exercices à faire chez lui ou au cabinet, il va les faire à un certain niveau. Ce niveau-là, il sera forcément supérieur s'il a une douleur à 3 sur 10. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis toujours avec mes deux compères Simon et JP. Ça va les gars ? Salut, impec. Nickel. Et aujourd'hui, je vais poser une question à JP qui me revient très souvent de la part des patients ou pire, de la part de ma famille parfois. Mec, est-ce que la règle de la non-douleur, c'est vrai ? Parce que moi, on m'a toujours dit mets une écharpe quand il fait froid, tu vas attraper froid, etc. Mais Fragile. J'ai vraiment l'impression que surtout quand tu fais tes exercices, il faut pas que t'aies mal. C'est à peu près la même connerie. Ouais, parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on a dans la tête depuis hyper longtemps parce que à l'école, moi, on m'a vraiment répété à peu près 1500 fois, surtout quand vous rééduquez vos patients, il faut pas leur faire mal. Ça s'appelle la règle de la non-douleur. C'est très simple. C'est vous faites ce que vous pouvez faire avec vos patients, toujours dans le travail actif, etc. Mais surtout, il faut pas leur faire mal. Ok. Sauf que au fur et à mesure des lectures, je me suis rendu compte que c'était pas soutenu par la science, cette affirmation. Donc, après, on peut se poser la question de quel serait l'intérêt de faire mal à nos patients. On va pas leur faire mal pour leur faire mal, mais en tout cas, est-ce que une douleur est acceptable pendant la rééducation ? Je te coupe. Pour moi, c'était encore pire parce qu'en fait, quand on m'a dit faut faire des rééducations actives, etc., c'est ça les guidelines pour la plupart des TMS. En fait, j'essayais de faire des exercices aux patients et ils avaient mal, tu vois. Genre, j'arrivais pas à faire des exercices où ils avaient pas mal. Du coup, je me disais, mais c'est antinomique, tu vois. Exactement. C'était pas possible. Sur le terrain, c'était pas possible. C'est ça, tu parlais des études, et en plus de ça, faire une rééducation sans douleur, quand le mec il vient, il est archi irritable, en fait il vient, il est au cabinet, il a déjà mal, donc tu fais quoi, tu lui mets un peu de froid, un pack de chaud. C'est peut-être pour ça qu'on fait des ultrasons et des électrodes en fait. Parce que du coup ils ont pas mal. T'allumes ou pas les ultrasons quand tu les fais ? Ça dépend. Je veux pas payer EDF trop cher moi. Okay. Puis la crise en Ukraine, on a éteint. Non mais en fait c'est ça qui est hyper intéressant. On nous dit tout le temps il faut rééduquer nos patients et leur redonner la fonction qu'ils ont perdue. Donc eux ils viennent, ils ont une douleur, ils peuvent pas faire un exercice. Toi ton but ça va être qu'ils puissent refaire cet exercice là. Donc évidemment il y a des stratégies de modulation de la douleur. On peut toujours faire en sorte de leur faire de refaire l'exercice avec moins de douleur, ou alors tu peux passer par d'autres exercices pour qu'ils aient moins mal à cet exercice là. Mais dans tous les cas, tu nous diras comment ça se passe pour le membre sup, mais j'ai ma petite idée. Dans tous les cas, t'es obligé de le remettre en contrainte à un moment donné. Et ça, tu peux pas le faire sans douleur. Du moins, pas sans une douleur acceptable. Et c'est là où la science nous aide vachement. En fait, il y a une revue systématique sur les douleurs chroniques qui montre que une rééducation avec une douleur en dessous de 5 sur 10, donc après c'est les anglo-saxons, on peut mettre ça dans le contexte et tout, mais... Non mais je la connais, il y a pas mal de pathologies, il y a la lombalgie, gonalgie, il y a plein de trucs. Hein. C'est 5 sur 10 ? J'avais 3 ou 4 moi. C'est 5 sur 10 dans cette revue. Après c'est 5 en anglais, donc c'est différent. Ah oui, c'est pour ça que j'ai compris. Non mais après, c'est une valeur subjective, donc ça on peut en discuter. On peut en discuter de est-ce qu'il faut aller à 5 sur 10 ou pas. Mais ce qui ressort de cette revue de littérature, en tout cas, c'est qu'une douleur importante quand même, parce que 5 sur 10, c'est pas mal. Ça reste important, que ça soit aux États-Unis, chez nous ou ailleurs. Une douleur à 5 sur 10 permet à court terme d'aller plus vite dans la rééducation. Les patients ont moins de douleurs dans leur vie quotidienne et ont plus de fonctions. Okay. Donc en fait, la règle de la non-douleur, au moins à court terme, non, c'est pas vrai. Okay. D'autant plus que en plus de cette modulation de la douleur, ça va apporter d'autres éléments, c'est-à-dire que on sait à quel point on peut être néfaste si on a un discours catastrophique avec notre patient. Ça, c'est sûr. Et donc le fait que notre patient il puisse aller dans un exercice avec de la douleur et qu'on l'encourage à faire ça et qu'il se rende compte qu'il est capable, ça va avoir un vrai intérêt dans notre rééducation. Il va avoir moins de kinésiophobie,
il va pouvoir faire plus d'exercices, il va pouvoir même chez lui avoir moins mal, être capable de faire plus de choses. Tu vas lever vraiment des drapeaux jaunes en fait avec ça. Exactement. Après, je me dis, tu vois, il faudrait pas tomber dans le truc à se dire bon, quoi qu'il arrive, mon patient il aura mal et c'est pas grave. Il y a quand même des patients qui sont déjà full, ils sont même plus drapeaux jaunes, ça commence à devenir un peu orange, tu vois. Et je me dis, si eux tu vas les confronter à de la douleur directement, tu pourrais perdre un peu cette adhésion thérapeutique aussi. Donc comment tu doserais un peu ça, tu vois, parce que il y a ce que les études elles vont dire, ok, on peut aller faire souffrir entre guillemets le patient. Mais en pratique, si tu le fais à tous tes patients, des fois, ça va pas super bien se passer. Ouais, quoi. Exactement. C'est pour ça que je pense qu'il faut moduler le 5 sur 10. Pour moi, personnellement, avec mon expérience clinique, je pense que 5 sur 10, c'est trop. Okay. Parce que... ça dépend qui. Ça dépend quelle population, je pense. Ouais, exactement. En fait, c'est toi, ça t'allais beaucoup en maison de retraite, il me semble. Ouais, à fond, ouais. J'ai fait que ça. Non, mais en gros, moi, je travaille avec des sportifs. Je sais qu'ils vont accepter plus facilement la douleur et ils vont potentiellement même aller la chercher. Donc en fait, avec cette population-là de sportifs de haut niveau, c'est plus facile d'aller dans peut-être cette les freiner même un peu pour pas que ça aille trop. Ouais. Exactement. Eux, je vais avoir plutôt tendance à leur expliquer qu'il faut pas non plus aller hériter le tissu. Donc en fait, les études c'est intéressant. Toujours est-il qu'il faut s'adapter à son patient, c'est toujours la même chose. Et si on voit que notre patient, à la moindre douleur, il se prend la tête dans les mains, il en peut plus, il pleure, c'est compliqué. Après, moi je trouve ça toujours intéressant d'aller questionner leurs croyances. C'est-à-dire, ok, on fait cet exercice-là, comment vous vous sentez, à quel niveau de douleur vous êtes, et est-ce que ça vous inquiète d'avoir mal comme ça? Ok, on va le répéter plusieurs fois, la douleur n'augmente pas, et vous vous rendez compte que vous êtes capable d'aller plus loin à chaque fois. Et ça, en fait, ça va c'est d'une grande aide. En fait, évidemment, on va pas aller infliger de la douleur à tous nos patients, mais en tout cas, on va aller questionner leur rapport à la douleur. Et si ils se rendent compte que, en ayant mal, ils vont mieux, enfin, en tout cas, ça n'aggrave pas leur cas, eh bien, la douleur va, en fait, il faut switcher cette image de la douleur hyper négative, en une potentielle aide. La communication. Exactement. Et on m'a posé la question la dernière fois en formation, il y a une nana qui m'a dit, comment tu fais quand les patients ils te disent, ouais, mais l'exercice il me fait mal, et que toi t'es sûr qu'en fait le patient il a mal parce que il est juste ultra sédentaire, ultra inactif, et qu'il a jamais eu de sensation de contraction musculaire, de congestion dans sa vie. Elle me dit, comment tu fais pour leur montrer qu'en fait ça, c'est pas vraiment de la douleur, tu vois. Et alors, moi ce que je fais, c'est que généralement, vu que je travaille qu'avec des épaules, c'est quand même plus simple, je vais faire bosser le côté sain de la même manière, et généralement le patient il va sentir quasi la même chose. Tu vois, s'il a jamais expérimenté dans sa vie une douleur de congestion musculaire, tu vois, ça brûle. Tu fais des rotations externes comme un ouf, ça te crame l'arrière de l'épaule, tu le sais. Ça fait mal, ouais. Exactement, c'est assez désagréable. Et peut-être que le patient il peut penser que c'est de la douleur parce qu'il l'a jamais ressenti sur une épaule saine, mais si tu lui montres par les faits que effectivement sur son épaule saine, quand il fait exactement la même chose, ça fait à peu près pareil. Là, t'as plus besoin de perdre du temps à lui expliquer et à te justifier surtout. Oui, mais la douleur, machin. Tu vois, donc moi, j'aime bien montrer par les faits aussi aux patients que des fois, en fait, on interprète quelque chose comme de la douleur, mais c'est pas vraiment de la vraie douleur qui est néfaste pour la progression. Et ce terme d'irritabilité que t'as dit, il faut pas aller irriter le tissu. C'est très intéressant. Pour ceux qui s'intéressent à l'épaule, il y a une étude qui s'appelle le Star Shoulder. C'est une étude de McClure qui est parue en 2014, qui est très intéressante, où en gros, en fonction de la fonction du patient et de son niveau de douleur, ils vont classifier en peu irritable, moyennement irritable et très irritable. Et en fonction de ça, ils vont te donner des guidelines rééducatives. Genre, quand c'est très irritable, tu peux surtout faire ça, genre mobilisation passive, travail isométrique, etc. Quand c'est peu irritable, tu peux le bombarder, tu peux lui faire du renfort de fin d'amplitude avec des grosses contraintes de la haute vitesse. Et en fait, ça te permet des fois de te recadrer dans ta rééducation parce que, je sais pas, des fois, tu fais des exercices de ouf à ton patient et tu te rends compte qu'il est à 6 sur 10, 7 sur 10 de douleur. Ça veut pas dire que c'est forcément néfaste, mais peut-être que là, tu es en train justement d'irriter le tissu et c'est plus délétère qu'autre chose. Donc ce papier, il est vraiment intéressant. En vrai, il a été fait que sur les épaules, mais je pense que c'est transférable aux autres articulations. Le Star Shoulder, si vous voulez regarder ça, McClure, vraiment un papier très intéressant qui te permet de cadrer et des fois de te recentrer sur ce que tu fais, parce qu'on est tous pareils, des fois on se perd un peu dans nos rééducations. Tu vois, tu fais des trucs, mais tu sais plus exactement pourquoi tu le fais, t'es plus sûr à 100% parce que t'étais en retard et que t'as pris un café avec ton collègue avant. Ça arrive à tout le monde. Oui.
Du coup, ça te permet vraiment de te recentrer là-dessus. Et eux, ils drivent ça justement avec la douleur et l'incapacité qui est en lien avec cette douleur. Ouais, carrément. Et il y a un autre truc qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est que même travailler le côté controlatéral, ce qui est intéressant, c'est que tu vas avoir des bénéfices sur le côté problématique. Donc ça, c'est top. Et puis en même temps, en effet, comme tu disais, ça va changer la notion de croyance de la douleur. Et ça, c'est hyper intéressant. En fait, la douleur, je suis pas un expert de la douleur, mais quand même, j'ai quelques notions. C'est une expérience qui est subjective, qui est très personnelle et qui est contextuelle. Exactement. Donc ça veut dire que en fait, on peut jouer là-dessus. Et on a un rôle hyper important là-dessus. Rien que sur l'expérience de douleur. Donc si on met des mots positifs derrière cette douleur-là, ça va être hyper intéressant. Je m'en souviens d'un patient qui était venu pour une lombalgie et il avait perdu complètement espoir d'aller mieux. Donc du coup, on lui avait dit on arrête de bouger. Donc il arrêtait de bouger. Il était venu me voir. Normal. Quand t'as mal au dos, c'est chaud un peu. Voilà. C'est normal. Tu fais quoi? Et il faisait rien. Il aurait pas pu dormir dans le lit dans lequel j'ai dormi cette nuit. Hein. Par exemple. J'ai dormi dans un lit, c'était un U. Genre le milieu est plus haut que le bas et que le haut. Du coup, j'étais en extension ou en flexion toute la nuit. Il y a 2 barres de fer au milieu. C'était incroyable. Ah, tu vas t'adapter, t'inquiète, tu vas t'adapter. Et donc, heureusement, t'as pris une douche froide après. J'ai pris une douche froide après. Bon. Allez, écoutez Zone 51 sur les douches froides, très important. Et en fait, avec ce patient-là, ce qui était dramatique, c'est qu'il est venu me voir parce qu'il en pouvait plus. Parce que là, il allait chercher son chargeur. Donc en bas, il était branché à une prise. Une prise, quoi. Voilà, dangereux, une prise. Ouais. Et il m'a dit, mais Attention, je peux même plus aller chercher mon chargeur. C'est trop lourd pour moi. Ah en fait, oui, trop lourd. Ouais, on en il était là. pensait que c'était la charge. Il avait quel âge le Parce type? qu'on lui avait une trentaine d'années. Oh, le pauvre homme. Sympa. Ah ouais, c'était une catastrophe. Ah ouais. Tout ça parce qu'on l'avait déshabitué à désadapté au mouvement. Ouais, on lui avait fait croire des choses. Ouais. C'est ça. C'était Et on lui vraiment avait dit, le type. quand tu te baisses en avant, t'as mal, bah arrête de te baisser en avant. En fait, ça c'est la pire des choses qui puisse exister pour un soignant. C'est pas possible. Au contraire, il faut lui montrer que, bon, voilà, en se baissant en avant, peut-être qu'il a mal, mais peut-être que ça va aussi l'adapter. Peut-être que ça va lui apporter des modulations de la douleur, juste le fait de bouger. Alors après, je pars pas dans les préférences directionnelles, etc. Mais toujours est-il que on sait que bouger dans n'importe quel sens, ça ira mieux. C'est sûr. C'est sûr. Donc, ce qu'il faut ressortir de cette étude hyper intéressante, c'est ça en fait. Les patients chroniques, il faut qu'ils bougent. On le sait. Pour beaucoup de pathos. Donc, pour les faire bouger, eh bien, ils vont avoir une petite douleur. Eh bien, cette douleur-là, elle va nous permettre, à court terme, d'aller mieux, plus rapidement. Et aussi, il y a un truc hyper important. On a parlé de la douleur et de l'expérience de la douleur, de la modulation de la douleur aussi. Mais on n'a pas parlé d'un truc, c'est que notre patient, quand il est à 0, si on lui dit, OK, tu vas aller à une douleur à 3 sur 10 ou à 5 sur 10, eh bien, on va le charger plus. Donc, si ces exercices qu'il a à faire. C'est l'hypothèse de la charge. Ouais. Exactement. L'hypothèse de la charge, c'est que notre patient, s'il a des exercices à faire chez lui ou au cabinet, il va les faire à un certain niveau. Ce niveau-là, il sera forcément supérieur s'il a une douleur à 3 sur 10. Il mettra plus de poids. Il mettra plus de poids. Plus de contraintes, etc. Donc, et c'est peut-être pour ça qu'il s'améliore plus vite. Voilà. Parce que son tissu, en fait, il va s'adapter plus rapidement. Puisque j'ai mis plus de charge. Si on est sur une problématique tissulaire. Si on est sur une problématique. Après, même un truc avec de la sensibilisation centrale, c'est pareil. Ok. Il n'y a pas vraiment de différence. T'as dit un truc intéressant. T'as dit que c'était pour les patients chroniques. Donc, qu'en est-il pour l'aigu, pour la traumato-aiguë, par exemple? Ouais. Alors ça, c'est hyper intéressant aussi parce qu'en effet, on a vu ça chez le chronique et chez le chronique, c'est assez bien documenté maintenant. Et là, il y a une étude qui est sortie sur les ischio-jambiers. En fait, ils ont pris des lésions fraîches d'ischio-jambier en aigu. Et ils ont fait exactement le même protocole, sauf que cette fois, c'était 4 sur 10, il me semble. 3 ou 4. C'était pas 5, j'en suis sûr et certain, mais je sais plus, entre 3 et 4. Toujours est-il qu'il y avait une douleur importante qui était soumise pendant la rééducation. Ok. C'était dès le début ou C'était il dès le laissait début. peut-être une semaine ou un truc comme ça? Il laissait juste la phase aiguë. Ok. Et ensuite, on y va. Ok. On commence l'excentrique directement et Ok. Même pas phase ISO, c'était ça comme. en fait, c'était à chaque fois des rééducations bien menées. Ok. Donc ils faisaient ce qu'ils pouvaient faire. Ok. Mais en tout cas, ils acceptaient une douleur à 3 sur 10 à chaque fois. Ok. On faisait le max jusqu'à 3 sur 10. Quoi. Voilà, c'est ça, Ok, exactement. ok. Versus le même protocole mais sans douleur. Mhm. Et en fait, déjà la première chose, c'est qu'ils se sont rendus compte que c'était pas pire quand ils avaient mal. Ok.
Donc ça, c'est la première chose. Ça veut dire que non, la règle de la non-douleur, elle tient pas. Oui, puis surtout, ça veut dire que si tu fais un petit peu mal à ton patient, c'est pas grave. D'un point de vue du kiné, tu peux te dire que voilà. C'est ça, il y a pas de problème. Ça, c'est la première chose. On n'est pas néfaste. C'est quand même la base de notre métier de pas être néfaste. La seconde chose, c'est que c'est vrai. Il y en a qui l'ont oublié. La seconde chose, c'est que non seulement c'était pas pire, mais c'était mieux. Les patients, ils progressaient plus vite. À terme, c'était la même chose. Ils reprenaient au même moment. Mais bon, la population n'était pas assez large pour qu'on ait des données assez probantes. Mais en tout cas, à court terme, ça allait plus vite et ils étaient plus forts surtout. Ça ressemble au résultat de l'étude de Smith dont on parlait avant, là, où ils ont comparé exactement. Douleur, non-douleur, court terme, long terme. C'était mieux à court terme et à long terme, c'était pareil parce que l'histoire naturelle de la maladie fait que potentiellement ça se lisse sur le temps. Faut voir la durée aussi. Tu vois, du long terme. Court terme et moyen terme, ça veut dire quoi, tu vois? Parce que si tu reprends plutôt à 3 mois qu'à 4 mois, bah, si t'as gagné un mois chez, par exemple, un athlète professionnel, c'est magnifique. Exactement. Mais est-ce qu'à la fin, il réévaluait du coup ces notions de force, enfin les qualités physiques en fait de l'athlète, parce que ça peut être intéressant. Le mec qui a commencé plus tôt, il devait être plus fort théoriquement ou Ouais, en fait, il avait plus de force à court et à moyen terme, mais pas à long terme. C'est très étonnant. Enfin, je trouve ça étonnant. Bah, en fait, ça dépend le long terme, en fait. Mais c'est ça. Forcément. En fait, c'est plutôt logique parce que au bout d'un moment, les mecs, ils sont capables de faire la même chose. Tu vois, ils reviennent au même niveau. Donc du coup, ils sont capables de charger. Théoriquement, s'il a de l'avance, il a gardé son avance. Après, c'est trop biaisé sur la suite de l'entraînement, etc. C'est trop compliqué. Ouais, c'est ça. En fait, il y a trop de facteurs à gérer, tu vois. Mais c'est que le mec, il arrête de faire son renfort en fait et il est en phase de reprise. C'est ça sur le long terme. Okay, exactement. Mais je suis d'accord avec toi. Si t'as de l'avance, normalement, tu dois garder cette avance-là. Mais en fait, à partir du moment où t'as retrouvé ta force max, généralement, on te dit, ok, c'est bon, tu peux retourner sur le terrain et on arrête le renforcement. Ok. Très bien. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que il gagnait en fonction, il gagnait en kinésiophobie, il gagnait en force plus rapidement que les autres. Et quand on sait que dans le sport de haut niveau, chaque semaine, chaque jour compte, c'est hyper intéressant en fait. Ça, même pas dans le sport de haut niveau, quand t'as un patient, il faut qu'il aille bosser, tu vois. Enfin, tout le monde n'aime pas être en arrêt de travail. Bien sûr, il faut que ça aille vite, tu vois. Donc les patients, ils sont aussi demandeurs, qu'ils soient sportifs de haut niveau ou pas, à ce que ce soit rapide. Donc autant leur rendre la tâche plus simple. Hein. Donc pour résumer, on peut accepter la douleur. Totalement. Il faut même l'encourager. Ok. À quel niveau? Est-ce qu'on peut mettre un chiffre ou c'est trop subjectif? Non, je pense que même si c'est subjectif, on peut mettre un chiffre. Pour moi, 4-5, avec l'expérience que j'ai, 4-5, c'est un peu trop. Pour moi, 3, c'est bien. Autour de 3 sur 10. Et après, notre patient, c'est lui qui va juger son 3 sur 10. Bien sûr. Donc, on va voir en fonction de ce qu'il est capable de faire, mais un 3 sur 10, c'est grosso modo pareil pour tout le monde. C'est-à-dire que on n'est pas... ce qui me gêne avec le 5 sur 10, c'est que c'est la moitié. Donc, c'est quand même une douleur qui est moyenne dans le sens où, voilà, c'est entre 0 et 10. 0, c'est rien. 10, c'est douleur extrême. On est au milieu. Je préfère une douleur moins irritative. Donc 3 sur 10, ça me paraît bien. Pour le commun des mortels, ouais, moi, ça me paraît logique aussi. C'est un facteur qu'on donne souvent. Après, nous, ce qu'on disait aux patients, en réalité, ce qui nous importe là-dessus, peu importe vraiment le niveau de douleur pendant la séance, ce qu'on leur disait, nous, à l'époque, c'est pas plus de douleur le lendemain matin au réveil que la veille. Tu vois, que la veille au réveil, donc 24 heures avant, quand on avait fait la séance. Pas de sommeil perturbé suite à la séance. Parce que la capacité de récupération est quand même ultra importante. Et surtout, si tu dézoomes, il faut que le patient il progresse. Parce que si tu lui fais mal et qu'il progresse pas, ça n'a pas vraiment de sens. Exactement. Il faut bien garder en tête qu'on fait pas ça juste pour le faire. On fait ça pour que notre patient il progresse, il aille mieux et plus vite. S'il progresse pas avec de la douleur, c'est que je me suis planté quelque part. C'est sûr. Et dans les deux sens, en fait. Des fois, tu peux mettre de la douleur et tu vas aggraver les choses. Et des fois, tu peux ne pas mettre de douleur et ça aggrave les choses. Et t'as dit un truc qui était intéressant la dernière fois, la peur n'évite pas le danger. Ouais. Donc, ça c'est mon daron. Si tu nous écoutes, papa. Quand il disait de mettre tes chaussons? Non. C'était plutôt quand il fallait que... Bon ouais, je vais pas rentrer dans ces détails-là, mais des fois, c'était normal que j'ai peur. La peur n'évite pas le danger, n'oubliez pas ça les amis. JP, merci beaucoup pour ce petit résumé, c'était extrêmement intéressant. Si jamais vous voulez avoir accès à ce genre d'article, parce que JP il écrit des articles ultra pertinents, vous avez juste à vous inscrire à la newsletter, vous avez le lien dans la description du podcast. Si jamais vous avez kiffé l'épisode, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify, etc. Laissez un commentaire, vous pouvez même répondre au petit sondage que j'aurais mis sur Spotify, il n'y a que Spotify qui fait ça pour l'instant. Si vous êtes sur YouTube, lâchez un petit like, un petit pouce bleu, ça fait toujours
plaisir. Abonnez-vous à la chaîne et dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. On se dit à la prochaine. Salut tout le monde, merci les gars. Merci, à bientôt. Salut.